Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci pour votre invitation et pour cette introduction et pour ces questions auxquelles j'espère pouvoir répondre. Je suis très heureux d'être ici parmi vous et de pouvoir modestement contribuer à vos travaux. Vous avez souhaité m'interroger effectivement sur la perception russe du conflit ukrainien, sur la vision stratégique de la Russie et sur les évolutions récentes de la situation géopolitique. Alors, en guise d'introduction, si vous me le permettez, j'évoquerai notre rapport au temps qui, vous le comprendrez avec mon exposé, devient de plus en plus central dans un contexte de transformation rapide de l'ordre international, un changement dont la Russie estime par ailleurs être le principal catalyseur. Ce qui me frappe dans le contexte actuel, c'est que l'hostilité des grandes puissances impérialistes et la dégradation accélérée de l'environnement stratégique obligent les pays européens à redécouvrir, au fond, la diversité des rapports au temps, ainsi qu'à repenser le leur. D'abord, le temps, comme répartition et transversalité, le passé n'est pas qu'une bibliothèque ou un rétroviseur, mais une source d'enseignement, de motivation et même une feuille de route pour certains acteurs. Rappelons que Xi Jinping s'est félicité de provoquer ensemble avec Vladimir Poutine des changements, je cite, « pas vus depuis 100 ans », et que Donald Trump s'est donné pour modèle un président américain de la fin du XIXe siècle, William McKinley. Le présent renoue avec la notion d'urgence, avec celle de l'agilité et de choix cornélien, avec le risque pour nos démocraties d'un pacte faustien. Le futur n'est pas prédéterminé et transcendant, mais bien incertain et immanent. Pour le dire autrement, aucun ordre naturel ne conduit à la démocratie, à l'autocratie, à la paix ou à la guerre, qui sont le fruit plus ou moins déformé de l'action des hommes, imaginant et mettant en œuvre des stratégies. Ensuite, la logique du temps. Il n'existe pas de philosophie de l'histoire à laquelle adhérerait l'ensemble de l'humanité, avec des valeurs surplombantes qui seraient une finalité en soi. Enfin, la mesure du temps, à la fois en termes de quantité et de qualité. En termes de quantité, pour le dire simplement, pour Vladimir Poutine, le passé, c'est aussi bien 1991 et 1945 que les années 880, au moment où se fonde la Russe de Kiev par Oleg le Sage. Tandis que le présent ne se rapporte pas à un mandat électif de 4 ou 5 ans, mais se mesure en quart de siècle. Ce contexte nous oblige aussi à mieux penser le temps en termes de qualité, à mieux distinguer le temps physique du temps métaphysique, à savoir la différence entre chronos, le temps qui passe, celui des continuités, et kairos, le temps du moment opportun pour agir, celui des ruptures. Alors, ces trois changements d'interprétation auxquels l'Europe est, à mon sens, poussée, bouleversent nos habitudes qui sont constitutifs d'un monde plus complexe, plus instable, plus violent pour l'Europe, mais aussi pour les acteurs eux-mêmes qui ont voulu l'avènement de ce monde. Ces changements sont donc porteurs autant de défis que d'opportunités pour l'Europe si elle parvient à s'adapter tout en restant, bien sûr, elle-même, au fond. S'adapter à ce nouveau contexte, c'est aussi reconfigurer les liens entre l'expert et le politique, à l'heure où le temps de la décision politique rétrécit, tandis que croît le temps nécessaire de l'expertise, qui ne peut plus non plus se permettre l'envol au crépuscule, si vous me permettez ce détournement de la célèbre formule d'Hegel. Pour illustrer ces changements de paradigme, ces défis, mais aussi ces opportunités, je crois qu'analyser la vision et les actions stratégiques de la Russie est particulièrement pertinent dans la mesure où, je vous le disais dans mon propos liminaire, la Russie se pose au fond en accélérateur de ces transformations. Donc je vous propose dans un premier temps d'identifier les éléments structurants de la politique étrangère russe. Ensuite, j'évoquerai les objectifs globaux et régionaux de cette politique avant de vous soumettre mon analyse des négociations russo-américaines sur l'Ukraine et de ce qu'elles nous disent de l'avenir des relations russo-occidentales. Alors, la nature de la politique étrangère russe, je crois cette politique, elle est animée par deux pulsions concomitantes, la défense et l'attaque, pour le dire simplement. Cette dialectique traverse à la fois les discours politiques, les documents de doctrine, la pensée et la pratique stratégique russe. Moscou se pense traditionnellement en guerre contre l'Occident, une guerre que la Russie pense subir et à laquelle elle s'estime contrainte de répondre. Elle est convaincue que ses armes nucléaires obligent l'Occident à lui mener une guerre indirecte,
dans laquelle l'Ouest déploierait de nombreux moyens et méthodes non militaires et militaires indirects pour provoquer l'effondrement de la Russie. Dans le même temps, le Kremlin n'a jamais renoncé à ses ambitions impérialistes dans l'espace non seulement ex-soviétique, mais en Europe orientale et centrale. Et si Moscou estime avoir des droits historiques à régner dans ces espaces, il pense aussi avoir des droits, au fond, à diriger en Europe, sur laquelle il a les yeux rivés et qu'il croit avoir la mission de régénérer pour mieux se prémunir de ces influences jugées délétères comme la démocratie, la liberté, le pluralisme, la propriété et l'état de droit, des mots qui, selon le Kremlin, ont fini par atteindre l'Ukraine et la Géorgie dans les années 2000. Au fond, Moscou se définit et continue de se définir par rapport à l'Europe, que ce soit en la rejetant ou en essayant de l'imiter. Le Kremlin a toujours été en quête de reconnaissance et de légitimité vis-à-vis de l'Europe, cherchant à se faire accepter dans le concert des nations européennes, de même que la Russie s'est progressivement ouverte aux réussites techniques et matérielles européennes susceptibles de la moderniser. Et cela s'est traduit au cours de l'histoire par une occidentalisation limitée, contrôlée et en partie intéressée, visant à rendre Moscou capable de rivaliser avec l'Europe. Et dans le même temps, la Russie a toujours prôné son propre modèle et s'est largement tenue à l'écart des idées et des valeurs qui ont précisément permis les réalisations technologiques et économiques de l'Occident. Cette dialectique attaque-défense, cultivée par une autre dialectique, celle du rejet et de l'inspiration à l'égard de l'Occident, s'appuie sur une double croyance. L'hostilité radicale d'un Occident belliqueux, omniscient, omnipotent, avide de pouvoir et de richesse, et en même temps, la perception d'une faiblesse structurelle, au fond quasi ontologique, d'un Occident hédoniste, qui permet justement à Moscou d'espérer pouvoir modifier le statu quo. Ainsi, lorsque la Russie évoque une menace directe à sa sécurité, elle veut avant tout parler d'un obstacle à ses actions et capacités de domination et ou d'agression potentielle, seul cadre, au fond, véritable dans lequel la Russie conçoit sa défense. Pour le dire autrement, la sécurité de la Russie n'est concevable par Moscou qu'à travers l'insécurité de ses voisins. Il serait vain que l'Europe tente de changer, au fond, la matrice de ces perceptions et croyances, pour la plupart très anciennes d'ailleurs, et étroitement liées à la politique intérieure russe. L'opposition de Moscou à l'Occident revêt un caractère ontologique, étaye ses ambitions impérialistes et permet à l'autocratie moscovite de maintenir son pouvoir. Face à tout cela, l'Europe, dotée d'un immense potentiel, doit se renforcer et démontrer au Kremlin qu'elle n'est pas le continent faible et déliquescent qu'il imagine. Donc la question, je commence à répondre au fond à vos questions, eh bien c'est pas de savoir si, quand et où Moscou attaquera l'Europe, mais bien que fait l'Europe aujourd'hui pour ne pas être attaquée demain. Et dans cette perspective, je crois qu'il nous faut saisir la nature des objectifs globaux et régionaux de la Russie, et c'est l'objet de ma deuxième partie. En fait, ces objectifs sont relativement anciens. Ils sont clairs et poursuivis, je dirais, avec une remarquable détermination par le Kremlin. Démanteler l'OTAN, déconnecter les États-Unis et l'Europe, désintégrer l'Union européenne, contrôler l'espace ex-soviétique et étendre son influence en Europe orientale et centrale. Souvenez-vous de la demande du président russe Boris Yeltsin au président américain Bill Clinton lors d'une réunion en marge du sommet de l'OSCE à Istanbul en 1999. Bill, donnez-nous l'Europe. Rappelez-vous également de Vladimir Poutine face à Emmanuel Macron en 2018 à Saint-Pétersbourg. Emmanuel, n'ayez pas peur, nous pouvons assurer la sécurité de l'Europe. Nous pouvons vous protéger. En réalité, Moscou entend remplacer les États-Unis en Europe. Et les objectifs de la Russie en Ukraine ne sont pas moins évidents. Et ils furent d'ailleurs exposés assez clairement par Vladimir Poutine dans un article pseudo-historique publié en juillet 2021 en russe et en ukrainien. Je cite, « La souveraineté de l'Ukraine n'est possible que dans un partenariat avec la Russie ». Ces buts sont donc la vassalisation impliquant un régime ami de Moscou, la démilitarisation
et la dénationalisation, au profit d'une russification du pays. La reconnaissance des annexions est une autre revendication qui a découlé de l'échec de l'opération militaire spéciale et de la conduite d'une guerre longue, hétérotélique, imprévue. Autrement dit, la Russie n'est pas allée en Ukraine pour 4 territoires et pour augmenter son PIB. Ce n'est pas son sujet. Mais le contexte a quelque peu changé. Et Moscou pourrait exiger encore plus de territoires, notamment à Odessa, Dnipropetrovsk et Kharkiv, en cas de capitulation ukrainienne ou d'accord de paix. Néanmoins, c'est dans ce domaine des revendications territoriales que la Russie pourrait faire des concessions si elle était acculée et si elle obtenait une vassalisation formelle et juridique de l'Ukraine. Il faut bien comprendre, et là je crois que c'est aussi une bonne illustration de ce que je vous disais dans mon propos liminaire, que la Russie tente depuis 3 ans de réaliser sur le terrain, par le bas, ce qu'elle pensait pouvoir obtenir relativement rapidement par le haut. L'opération militaire spéciale, qui fut un échec, est le fruit d'une longue théorisation militaire russe sur la manière de contourner la lutte armée, une théorisation marquée par une culture stratégique qui intoxique les élites militaires et les élites politico-militaires russes et les éloigne, au fond, de la réalité objective. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de mon livre que vous avez eu la gentillesse de mentionner. L'échec de cette opération a conduit à une guerre longue et de haute intensité, alors que Moscou avait précisément passé les 30 dernières années à réfléchir à la possibilité de soumettre un État par des moyens et des méthodes non militaires et militaires indirects qui pouvaient, si nécessaire, être accompagnés d'une opération armée directe, finale, limitée, brève, rapide et presque démonstrative, destinée à provoquer l'effondrement quasi instantané des structures militaires, administratives et politiques de l'État cible, de l'État victime. C'est donc sur le champ de bataille que la Russie a compris qu'elle devait atteindre son objectif principal, à savoir la vassalisation de l'Ukraine. Et de ce point de vue, l'arrivée de Trump au pouvoir est une aubaine pour Moscou, qui peut à nouveau espérer atteindre par le haut ce qu'il s'était résolu à tenter d'obtenir par le bas. Une transition toute trouvée pour évoquer justement les négociations. Depuis 3 ans, au fond, la Russie a un objectif politique pressant concernant son rapport à l'Occident et à l'Ukraine, c'est isoler l'Ukraine de toute aide occidentale. C'est son seul grand objectif stratégique. Le Kremlin s'en contenterait, et c'est au moins ce qu'il attend de Trump. Au minimum, Poutine ne doit donner à Trump aucune raison de revenir sur son engagement de ne plus rien fournir à l'Ukraine. Le reste, au fond, c'est du bonus. Quelle est la stratégie du Kremlin? Contrairement à ce que l'on entend assez souvent, et à ce que l'administration américaine elle-même, d'ailleurs, a pensé et même théorisé, si on pense à un article de Keith Kellogg en avril 2024, Poutine ne craint pas Trump. Depuis le 24 février, si la Russie, effectivement, pâtit très sérieusement des sanctions, cela altère son développement. Elle fait montre, dans le même temps, d'une véritable résilience économique et sociale, et a su mobiliser ses partenaires internationaux, et même construire de nouvelles coopérations, dans un contexte où l'Occident a tenté de la déconnecter partiellement de l'économie mondiale en lui imposant plus de 15 000 sanctions. Les faits montrent qu'au contraire, Poutine tente d'utiliser au mieux Trump, en qui il voit une formidable en fait, opportunité d'atteindre ses objectifs en Ukraine, mais au-delà de l'Ukraine. Isoler l'Ukraine, bien évidemment, diviser l'Occident, rétablir les relations économiques avec l'Europe, et donc lever les sanctions, désintégrer l'Union européenne, réviser l'architecture de sécurité européenne, réduire sa dépendance à l'égard de la Chine et assurer son expansion politico-militaire en Europe. Le Kremlin ne se fait aucune illusion sur Trump, mais espère qu'il pourra aider la Russie à se rapprocher de ses objectifs, tout en évitant un retournement de Washington contre Moscou. Et de nouvelles sanctions en fait, américaines ne changeraient pas les calculs du Kremlin, pour qui le politique, c'est important de le comprendre, je crois, prévaut sur l'économique et de très loin. Dont les décisions concrètes, dures parfois, risquées, prises par la Russie ces 3 dernières années en politique intérieure, lui ont permis d'acheter du temps. Et là, je crois qu'on est en plein dans mon propos introductif.
Donc Moscou est patient et absolument déterminé, et sa tactique de négociation est limpide. Premièrement, flatter et plaire à Trump sans renoncer à ses objectifs maximalistes en Ukraine. Poutine, au fond, doit aider Washington à dissimuler son abandon de l'Ukraine et donc ne pas rejeter frontalement, publiquement les pourparlers, mais louvoyer. Ensuite, deuxièmement, Moscou cherche à pousser Trump, pressé de faire la paix et sans autre véritable levier de pression sur la Russie que le renforcement de l'aide militaire à l'Ukraine. Moscou cherche à pousser Trump à contraindre les Ukrainiens et les Européens, ces derniers étant cyniquement accusés par la Russie de refuser la paix et d'alimenter le conflit. Par ailleurs, Poutine tente de faire comprendre à Trump que les relations russo-américaines sont bien plus importantes que cette affaire ukrainienne. Aux yeux du Kremlin, l'Ukraine est, dans ce contexte, une question secondaire qui, en réalité, ne concerne pas les États-Unis. Et je dirais que la dernière méthode employée par Poutine est le fait consiste à appâter Trump avec des ressources naturelles et des investissements possibles en Russie, y compris dans les territoires ukrainiens annexés. En d'autres termes, inciter Washington à renforcer le potentiel économique de la Russie et à reconstruire ce que la Russie a détruit. Il ne faut cependant pas surestimer, à mon sens, cette stratégie de négociation du Kremlin. Ce qui est déterminant dans cette séquence, c'est la relative indifférence de Trump au sort de l'Ukraine et de l'Europe et son souhait d'entretenir de bonnes relations avec Moscou. En outre, il existe une véritable collusion idéologique et géopolitique entre les États-Unis de Trump et la Russie de Poutine, qui n'empêchera certes pas ces deux pays de continuer d'être rivaux dans de très nombreux domaines, évidemment, mais qui aura tendance à les unir, directement ou non, contre nous, contre l'Union européenne, qu'ils perçoivent comme un obstacle, en fait, à l'expansion de leurs influences respectives. Pour le dire autrement, l'Europe doit se préparer au dialogue mélien et s'inspirer de Démosthène plutôt que de Boulos. Pour conclure sur une touche stratégique, pardonnez-moi, et les défis à venir, assez concrets à moyen et long terme, je dirais, au fond, l'Europe ne doit pas tant craindre l'utilisation d'armes nucléaires par la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine ou une guerre à grande échelle déclenchée par la Russie contre l'OTAN, qu'une poursuite du contournement au moyen d'actions indirectes, accrues, sur les territoires des États européens, sans parler des États baltes, de la Finlande et de la Moldavie, où ces actions pourraient se terminer. Si nécessaire, et si l'Europe ne tire pas aujourd'hui les leçons d'hier pour demain, ces actions se terminer par une opération militaire spéciale réussie cette fois. Je vous remercie de votre attention.